Bonsoir tout le monde, bienvenue dans cette troisième soutenance du jour, puisque depuis lundi, on a eu droit à 5 soutenances par jour. Une soutenance, on rappelle, c'est un exercice normal, académique, qui fait partie du cursus de l'étudiant à l'IUS. L'étudiant suit des cours puis plus mémoire, il n'y a pas, voilà, et à ce moment-là, l'étudiant, c'est l'occasion pour l'étudiant de faire face à un jury, comme c'est le cas de Marlene aujourd'hui, qui va interroger l'étudiant, questionner le travail, et dans l'idée que l'étudiant va pouvoir améliorer son texte par la suite. Donc ainsi, on a le plaisir d'accueillir Madame Marlene Benoît. Elle a travaillé sur la thématique, bon, on va dire le sujet suivant, problématique de gestion des ressources humaines sur la performance des établissements scolaires de 2020 à 2024 à Jacmel, Haïti. Le jury est ainsi composé, votre serviteur, le docteur Christophe Providence, son encadreur, le docteur Nelson Sylvestre, et dans le rôle de rapporteur, nous avons avec nous dans le jury le docteur Jude Marie Saint-Martin. Comme pour les autres soutenances, Marlene, tu as 10 minutes pour nous faire ta présentation. Merci, Président, de m'avoir accordé la parole. Honorables membres du jury, chers assistants, bonsoir. Comme vient de dire mon collègue et mon mari aussi, Dimi Pierre-Paul, et je partage sa peine. C'est aussi ma peine parce qu'il est mon mari. D'abord, je voudrais remercier de façon spéciale mon infatigable encadreur, le docteur Nelson Sylvestre, pour son accompagnement. C'est un plaisir pour moi de vous présenter mon travail de fin d'études titré « Problématique de gestion des ressources humaines sur la performance des établissements scolaires de 2020 à 2024 à Jacmel, Haïti ». Notre plan de soutenance contient l'introduction, les cadres théoriques, la méthodologie utilisée, les résultats et la conclusion. L'éducation est fondamentale pour le succès de toute société et de toute entreprise, comme a valorisé cette phrase par Mandela, Rousseau et Douglas. Aucune société ne peut connaître du succès sans l'éducation. En ce qui concerne la gestion des ressources humaines, qui est la base fondamentale permettant le développement de tout organisme professionnel, il s'agit d'une activité qui vise à améliorer la communication transversale tout en faisant respecter l'organigramme de l'institution. Il est parti du constat fait de faibles taux de réussite scolaire, notamment dans les écoles publiques, et les enseignants qui prennent toujours les rues pour réclamer de meilleures conditions de travail. Donc, cela nous pousse d'aller voir en profondeur les rapports qui existent entre la gestion des ressources humaines et la performance des établissements scolaires. Tenant compte de la problématique, la question de recherche est ainsi formulée. En quoi la gestion des ressources humaines peut-elle impacter la performance des établissements scolaires? Pour répondre à la question, notre hypothèse centrale selon laquelle le mode de gestion des ressources humaines influe négativement l'engagement des enseignants et les résultats des apprenants. Et de plus, nous avons formulé deux autres hypothèses secondaires. La mise en place d'une gestion des ressources humaines axée sur la formation continue et la reconnaissance professionnelle, augmentant le niveau d'engagement des enseignants. Et le mode de gestion participatif favorise un plus grand engagement des enseignants, ce qui se traduit par une amélioration des performances académiques des apprenants. Pour conduire à bien notre recherche, les hypothèses sont définies comme ici.
des objectifs, analyser le mode de gestion des ressources humaines sur la performance scolaire des élèves et d'autres objectifs spécifiques, identifier les pratiques de gestion des ressources humaines les plus utilisées dans les établissements scolaires et évaluer l'influence de ces pratiques sur les résultats scolaires et le taux de réussite des apprenants. Mis à part de l'introduction et la conclusion, ce travail compte 4 chapitres dont chacun est réparti en 2 sections de 2 titres. Nous abordons maintenant le cadre théorique de notre travail. 3 théories structurent notre réflexion. D'abord, la théorie des 2 facteurs d'Herzberg, qui met l'accent sur la motivation et les conditions de travail. En second lieu, nous avons celle de la performance, qui vise l'efficacité en fonction des objectifs et pratiques en ressources humaines efficaces. Et finalement, nous avons la théorie du capital humain, qui fait comprendre que l'investissement dans la formation et le bien-être des employés peut accroître la productivité et l'engagement. Donc, parmi ces 3 théories, nous avons priorisé celle du capital humain qui rejoint notre objectif. Présentons maintenant la méthodologie de la recherche. Pour mieux exploiter les informations, nous avons opté pour une méthode mixte qui est à la fois quantitative et qualitative afin d'avoir une meilleure compréhension des données. Et pour faciliter la collecte des données, une grille d'enquête et un guide d'entretien semi-directif sont les principaux instruments utilisés. Maintenant, par rapport à la taille de la commune de Jacmel, nous n'avons pas pu toucher toutes les écoles. Pour cela, nous avons utilisé 2 écoles publiques et 20 répondants, y compris les personnels enseignants et administratifs, a été choisi. Et nous avons aussi utilisé un guide d'entretien adressé à 5 personnes, ce qui fait un total de 25 personnes enquêtées. Nous abordons maintenant les résultats de la recherche. Selon les résultats de notre recherche, nous avons constaté que la mauvaise gestion des ressources humaines affecte négativement la performance scolaire des élèves, car sur un total de 20 personnes interrogées, 85% estiment que cela a des conséquences négatives sur les résultats des élèves. Et d'autre part, par rapport à l'encadrement donné au personnel, nous avons constaté qu'une forte proportion des répondants ont déclaré être insatisfaits des conditions de travail face au manque de formation continue et de reconnaissance de leur travail fourni. Donc, près de 65% des répondants affirment qu'ils ne sont pas satisfaits des encadrements reçus. Et enfin, nous avons un tableau qui nous montre que la rotation du personnel, l'absence de motivation et un climat relationnel dégradé nuisent à l'engagement des personnels et aux résultats des apprenants. Donc, parmi les personnes interrogées, une proportion de 70% des répondants affirment que cela a des répercussions sur les résultats des apprenants. En effet, à travers les enquêtes menées, nous avons pu constater que le manque de formation continue, de valorisation du personnel et le non-respect des engagements peuvent affecter la performance scolaire. Donc, notre hypothèse est bel et bien confirmée. En invitant d'autres chercheurs à faire des réflexions couvrant les aspects non touchants dans le cadre de cette recherche, nous avons formulé quelques pistes de solutions. D'abord, mise en place de stratégies adaptées au contexte haïtien pour renforcer la motivation et la performance au bénéfice à la fois des élèves et de la société.
Et adaptation d'une approche proactive de la gestion des talents et renforcement de l'engagement des employés. Merci honorablement rendu jury, chers assistants, de votre écoute attentive. Je suis prête à toutes vos questions et suggestions. Merci Marlene pour ton exposé. Tu as respecté le temps imparti si bien et tu as été très, très clair aussi dans ton exposé. Sans plus tarder, on va passer la parole au rapporteur et dans ses appréciations du travail. Et je ne sais pas, il pourra non seulement faire des remarques, mais poser des questions. Voilà, Jude. Merci, docteur Providence. Donc, je présente mes sincères condoléances également à Marlene Benoît, et puisqu'elle est la femme de M. Pierre-Paul, donc elle est également affectée. Donc, normalement, j'ai préparé mes remarques, donc je vais faire mes remarques. Donc, mais elle doit tenir compte de ses remarques, mais je pense qu'elle n'est pas obligée donc, de répondre aux questions, puisque émotionnellement, donc, et on doit peut-être la soulager. Mais je tiens d'abord donc à lui féliciter donc pour sa très bonne présentation. Donc je pense qu'elle a fait une présentation très correcte. Et dans le document également, elle fait montre d'une certaine capacité à bien écrire. Globalement, le texte est potable, même quand donc le texte comporte beaucoup de fautes qui pourraient être évitées. Par exemple, dans le résumé, dans le commencement du résumé, donc il a fait une faute, et je pense évitable. Et il y a donc ce type de faute dans tout le corps du texte. Par exemple, elle a dit certains rapports soulignent que la performance éducative est fortement corrélée. Donc, elle a mis donc certains rapports au singulier, tandis que implicitement, dès qu'on utilise et certains, donc ça devrait être figuré au pluriel. Ou du moins, mieux vaut dire un rapport. Donc, dans certains rapports, cela implique l'utilisation du pluriel. Donc, il faut essayer de révisiter le texte, bien que le texte est potable, mais il y a beaucoup de ces genres d'erreurs. Ensuite, il faut qu'elle essaie d'éviter au maximum le terme « on ». Donc, utilisez nous, du moins la forme impersonnelle, donc, pour présenter donc, les différentes idées. En plus, plusieurs paragraphes ne sont pas référencés. Tu commences en plusieurs endroits avec le terme « selon l'auteur », par exemple Émile Durkheim, mais sans donner donc l'année de référence donc, du document concerné. Et des fois, donc plusieurs fois, pour référencer, tu mets le prénom de l'auteur, d'autres fois, donc le nom, et quelquefois, donc prénom et nom. Donc, il faut essayer d'homogénéiser donc, cette démarche. En ce sens, il doit privilégier, et comme l'a mentionné le canevas de l'IES, le nom de l'auteur, l'année d'apparition du document, donc, etc. Dans l'introduction générale, vous avez confondu problème de recherche et axe théorique. D'ailleurs, pour toi, ils sont les mêmes, ce qui fait que vous avez posé la question de départ pendant 2 fois dans l'introduction et formule 2 catégories d'hypothèses. 3 hypothèses dans un premier temps et une autre dans un deuxième temps avec la même question de départ. Donc, vous avez donc également bien présenté normalement la bibliographie, mais la police est différente de celle du texte. Donc, il faut essayer de corriger donc, cela. La numérotation de la table des matières comporte des erreurs.
la section 2 de votre deuxième chapitre se termine à la page 30, tandis que votre troisième chapitre commence à la page 27. Donc, il faut essayer au moins de faire une table des matières automatiques. Donc, vous pouvez trouver des tutoriels sur Google ou bien YouTube et qui peuvent vous permettre normalement de faire une table des matières automatique, ou du moins demander de l'aide dans votre environnement de quelqu'un qui maîtrise l'informatique. Vos choix en termes méthodologiques, à mon avis, ne vous permet pas de vérifier toutes vos hypothèses de recherche. Il permet de vérifier et en partie. En effet, à partir de vos hypothèses, selon ma compréhension, vous voulez vérifier l'impact d'une bonne gestion des ressources humaines, des pratiques de l'utilisation des pratiques de ressources humaines sur la motivation ou du moins l'engagement des enseignants, et en deuxième partie, les résultats des apprenants. Donc, à mon avis, la méthodologie adoptée vous permet de cerner seulement le premier volet de votre objectif. Vous n'avez pas atteint le deuxième volet, à savoir l'impact de la bonne gestion des ressources humaines sur les résultats des apprenants. Et cela s'explique en raison du nombre d'établissements scolaires qui est insuffisant, 2 seulement. Et ensuite, l'absence du ratio des résultats scolaires des apprenants par établissement. Ces 2 facteurs, si vous les considérez, pourraient vous permettre de catégoriser d'abord les établissements qui adoptent ou pas une bonne pratique de gestion de ressources humaines et des incidences des types de pratiques adoptées en ressources humaines sur les résultats scolaires des élèves par établissement. Donc, il faut ajouter, à mon avis, si c'est possible, ces 2 facteurs, ou du moins, et négliger, abandonner un des volets de votre hypothèse de recherche, à savoir l'impact des pratiques de gestion des ressources humaines et sur la performance scolaire des apprenants par établissement. Sur ce, je vous laisse avec une question, avec cette question. Qu'est-ce que vous voulez faire effectivement dans votre travail? Est-ce à établir l'impact d'une bonne gestion des ressources humaines sur l'engagement des enseignants ou sur le niveau d'engagement des enseignants sur les résultats scolaires? Donc, il faut prioriser, puisque normalement, le mal est déjà fait. Donc, il y a le deuxième volet de votre hypothèse de recherche. Vous n'avez pas vraiment d'instruments méthodologiques capables de vous permettre de le mesurer. Et comme autre question, en quoi le choix des 6 administrateurs scolaires, ou du moins 5, donc je ne sais pas, vous permet de répondre aux objectifs de votre travail? Pourquoi le choix seulement de 2 établissements scolaires? Pourquoi tu n'établis pas un tableau comparatif entre les 2 établissements scolaires en matière de pratique de gestion RH et du niveau d'engagement du personnel? Merci, Monsieur le Président. Merci, Dr. Saint-Martin, pour cette lecture avisée. Moi, je partage totalement ces remarques, j'avais les mêmes préoccupations. Je vais, avant de passer la parole au Dr. Nelson Sylvestre, insister vraiment. Alors, c'est ça, et malheureusement, qui n'existe pas ailleurs, mais malgré on donne ça à nos étudiants, on dirait que c'est vraiment pas, ils refusent d'appliquer les règles. Il y a un canevas qui montre comment on fait une citation, comment on fait la bibliographie, etc., etc. Donc, comment chaque élément doit se présenter. Donc, je t'invite vraiment à non seulement corriger, que ce soit sur le plan du fond et de la forme, mais en ayant un profond respect des normes qui sont arrêtées par le conseil académique de l'IUS. D'accord? Donc, je t'invite à faire ça. Et puis, moi, personnellement, ça me fait de la peine un peu quand j'entends qu'un étudiant n'arrive pas à
bien faire les références, bien faire une table de matière, tandis que j'ai pris du temps et il y a des enregistrements qui sont toujours disponibles sur la plateforme pédagogique de l'IUS qui montrent justement comment on fait ces genres de choses. Comment on fait pour présenter le texte, faire la mise en page, etc. Moi, je ne comprends pas pourquoi les étudiants refusent. Donc, on t'invite vraiment à te remettre au travail, le canevas en main et à appliquer les règles. On ne demande pas aux étudiants d'inventer quoi que ce soit. Vous êtes en master, il faut tout simplement montrer que vous êtes à même d'appliquer les règles. Je fais quand même, j'attire ton attention sur la forme encore, parce que je trouve que ton résumé, c'est, il faut présenter le résumé en un paragraphe. Hein? Ça peut faire, je ne sais pas moi, 250 mots, mais on ne peut pas vraiment, tel que tu l'as fait là, sur 2 pages, c'est vraiment inacceptable. D'accord? Donc, on t'invite à retravailler le résumé parce que le résumé doit rapidement présenter l'objet, méthodologie, résultat majeur, implication de la recherche. Donc, je t'invite à revoir cet aspect-là. Autre élément, et on l'a dit, dans le texte, il y a pas mal d'éléments, de fautes, hein, et il y a une lourdeur dans les phrases. Les phrases sont très longues et des fois, il y a même un problème de ponctuation. Donc, vraiment, on dit aux étudiants d'imprimer parce que quand on travaille sur un... Moi, ça m'arrive tout le temps et ça arrive à tout le monde, quoi. Quand on a le nez dans le document, des fois, il y a une faute juste devant nous, on ne voit pas. Mais si on laisse un peu et on imprime le document, on a la version papier, eh bien, on peut facilement identifier les corrections à apporter. Et le lecteur, le rapporteur l'a dit, eh bien, il faut aussi trouver quelqu'un capable de relire, hein, pour toi et de te faire des corrections dans le texte. Et parce que ça, c'est très lourd, c'est très, très lourd. Hein, il faut vraiment prendre en compte ces éléments-là. Autre chose, parce que par un moment, après le point, tu commences la phrase en minuscule. Tu vois, donc il y a des légèretés. Vraiment, tu as des phrases sur au moins 4-5 lignes. C'est difficile, quoi. Et tu essaies d'exprimer plusieurs idées dans une phrase. Donc, ça, c'est des problèmes de syntaxe qu'il faudra régler absolument pour ne pas vraiment être pénalisé, puisque tant que le document ne respecte pas les normes scientifiques internationales, eh ben, le texte ne sera pas accepté en dépôt final et donc tu n'auras pas droit à ton parchemin de diplôme. On est conscient, on sympathise, on sait que voilà, c'est une période assez difficile, mais ça n'enlève rien au fait que les normes académiques seront obligatoirement respectées. Et c'est vrai qu'à toute la famille, je compatis, voilà, donc on a dit pour nos condoléances, on a exprimé notre attachement, notre sympathie, oui, c'est vrai, mais je préfère le dire à la fois à toi et à Pierre-Paul tout à l'heure, ben, il faut à un moment donné vous remettre au travail pour vraiment corriger et en ayant à cœur de respecter le canevas. Ça, c'est fondamental. Autre élément, parce qu'on est là pour aider à améliorer le texte par la suite, il y a dans les chapeaux, des fois, il faut reprendre encore une fois, c'est l'application du canevas. Dans le canevas, on dit, par exemple, voilà, il y a 10 lignes pour un chapeau de chapitre. D'accord, il faut maximum 10 lignes. Hein? Section, maximum 5 lignes. Mais des fois, toi, tu arrives à proposer certaines fois plusieurs paragraphes
Donc, plus d'une page comme chapeau. Et donc, je t'invite aussi voilà, à faire attention. Donc, on a déjà parlé de la bibliographie, des références. Quand on fait une citation directe, quand on fait une citation indirecte, on a déjà clairement dans le cours de méthodologie montré aux uns aux autres, et les enregistrements sont encore là, hein, comment appliquer les normes. Hein, vraiment, est-ce que tu peux remettre ta caméra puisque ça me donne l'impression que tu n'es même plus là. Voilà, c'est pas normal. Bon. Et donc, il faut vraiment noter et il faut vraiment te dire qu'à un moment donné, il faudra te mettre à appliquer les règles parce qu'on ne va pas rigoler sur les règles. Hein. Les règles ne sont pas faites pour être violées à l'IUS. Non, c'est pour être appliquées à l'IUS. Sur le fond, je partage encore les inquiétudes de Jude Marie Saint-Martin, alors le rapporteur. Mais je t'inviterai encore une fois à ne pas être trop gourmande. Quand je dis trop gourmande, chaque étudiant, ce n'est pas que toi. Hein? Les étudiants aiment bien à faire plein de choses à la fois. Et le rapporteur l'a si bien dit. Donc, il y a un premier aspect qui est de mesurer, de voir comment est-ce que la gestion ou la bonne gestion des ressources humaines, en quoi ça impacterait la motivation, je ne sais pas moi, et la performance des enseignants, oui, ok. Eh bien, point, il ne faut pas essayer d'aller vers la réussite des élèves alors que tu n'as pas forcément collecté des données pour pouvoir démontrer cet état des choses. Donc, il faut vraiment, en revisitant ton texte, il faut obligatoirement réduire dans ces prétentions-là pour que ça soit plus fluide et que quand le document sera déposé dans la bibliothèque de l'IUS, que nos étudiants puissent vraiment en profiter, et même pour toi aussi, hein, c'est pour dire que, bon, voilà, tu as... Parce que ce qu'on demande à un étudiant, c'est de pouvoir, à l'aide de tout ce qui existe déjà, d'analyser et d'identifier un petit vide et d'apporter une modeste contribution. Il n'y a pas, un étudiant ne peut pas refaire le monde à partir de mémoire. Même à partir d'une thèse, on ne refait pas le monde. Donc, voilà, donc il faut être vraiment dans cet esprit-là au moment de corriger le texte. Autre élément que j'en profite pour on dirait que, oui, docteur Saint-Martin. Oui, j'avais oublié quelque chose, normalement. Ouais. Donc, l'équilibre n'est pas également respecté. Par exemple, le premier chapitre comporte 16 pages, deuxième 8 pages, troisième 7 pages, et le quatrième 12 pages. Tout à fait. Il faut essayer de retravailler. Donc, il y a un effort à faire pour vraiment permettre à ce que le document, c'est comme dans le Canva, hein, on a dit clairement, on a même été jusqu'à indiquer pour chaque chapitre environ le nombre de pages. Donc, et on n'a pas vu qu'on a mis, je ne sais pas moi, n'importe quoi comme, donc c'est presque équivalent. Donc, ça veut dire qu'il faut aussi faire l'effort d'appliquer les règles. C'est ce qu'on demande aux étudiants. Ici, très bien, ça va permettre non seulement demain pour poursuivre, parce que tu seras diplômé dès que tu réponds aux exigences académiques, comme ça se fait partout à travers le monde, eh ben, tu seras diplômé. Et donc, le diplôme te donne la possibilité de poursuivre. Mais quelqu'un qui veut poursuivre des études en thèse de doctorat, eh ben, ne peut pas non plus montrer de l'indiscipline quant à l'application des normes. Ouais, donc, il faut vraiment, c'est une occasion unique à l'IUS de vraiment au moins de montrer
d'indiquer les normes aux étudiants, c'est déjà en tout cas, un très, très bon point pour l'étudiant. Autre élément, bon, on a déjà parlé de l'échantillon. On sait que le contexte est très, très difficile actuellement. On ne va pas te tenir rigueur, hein, mais il faudra quand même justifier. Même si tu ne peux pas, pour X raisons données, avoir plus de répondants, je ne sais pas, hein, mais ben, il faut dire pourquoi. Il faut le justifier dans le texte. Donc, c'est important de, voilà. Et comme tu as fait, tu as indiqué, et je crois je regarde tout de suite, en annexe, tu as mis tes outils, tes instruments, c'est très bien. Et, sauf que tu as un guide, d'accord, que tu appelles guide de collecte. Bon, tu as un ensemble de questions ouvertes, c'est-à-dire d'ordre, hein, surtout dans le guide d'entretien, d'accord? Ce serait bien d'ajouter, parce que si tu as utilisé, je ne sais pas moi, une technique d'analyse particulière, hein, il faut préciser ça dans ta méthodologie. Parce que si on a fait, je ne sais pas moi, tu as construit une grille d'analyse, une grille thématique, je ne sais pas, eh ben, il faut l'ajouter, il faut dire clairement, voilà comment, en dehors des outils, voici les techniques que tu as utilisées pour pouvoir réaliser ton travail. Et ça va être un plus. Ça va être un plus, le lecteur pourra mieux comprendre le travail. Au niveau de l'analyse et de l'interprétation, et c'est ça qu'on reproche à la majorité, pour ne pas dire à tous les étudiants, pas seulement à l'IUS, mais c'est que après avoir développé ou présenté ou choisi un positionnement théorique quelconque, l'étudiant oublie, ou c'est comme si c'est fini. L'étudiant met ça de côté, alors que dans l'analyse, l'étudiant gagnerait à exploiter ce positionnement. Parce que ça permet de faire le lien direct entre la partie théorique et les données empiriques. C'est faire parler les données empiriques au regard ou selon les considérations théoriques qu'on avait déjà évoquées. Donc, ça veut dire que quelque part, et s'il serait possible de faire cet exercice-là, parce que tu as des données et les données peuvent être mises en relation ou bien en lien avec les théories que toi-même tu as annoncé que tu souhaites bien utiliser. Donc, il faut montrer ce que ça veut dire. Donc, c'est de l'interprétation et ton interprétation doit être un peu plus détaillée, plus réaliste pour convaincre le lecteur. Donc, voilà en gros tout ce que je voulais signaler et j'espère que tu as pris bonne note et que tu vas vraiment pouvoir, je ne vais pas poser de questions puisque le rapporteur a déjà posé quelques questions, mais il s'agit pour nous une obligation, hein, langage même d'ailleurs, c'est pour ça qu'à l'IUS, c'est un filtre hein, qu'on met. L'étudiant, son mémoire est soutenable, l'étudiant a une autorisation, mais l'étudiant reçoit des remarques, des critiques, voilà, des conseils, des questions sur son texte et il doit ou elle doit aller corriger son texte. Et ça, le conseil académique va vérifier que tout a été pris en compte, hein, le respect des normes pour que, au final, le document puisse être déposé dans notre bibliothèque. Donc, on ne fait pas n'importe quoi. Donc, je t'invite vraiment à préparer ton esprit déjà, parce que je sais que ce n'est pas évident. Encore mes condoléances, mais attention, on doit travailler.
la vie continue, même si c'est dur, mais bon, c'est un passage obligé. J'espère que toute la famille aura assez de force et d'énergie pour continuer, puisqu'il faut continuer, et même pour la mémoire de nos proches disparus, hein, même pour faire honneur, hein, par amour pour ceux qui nous ont dévancés, on doit continuer à vivre et à avancer. Donc, je vous invite vraiment à trouver de la force, de l'énergie pour avancer. Alors, Dr. Nelson Sylvestre, je te laisse la parole et par la suite, on pourra écouter Marlene dans ses réponses. Oui, alors c'est pour la première fois, oui, que j'arrive à voir le visage de Marlene. Ah ouais. Donc c'était bien quand même. Donc mes condoléances. Et je ne savais pas que tu étais concerné par la perte du père de Dimi. Bon, on a longuement parlé sur le travail que tu as produit. Je crois que tu es conscient de l'urgence et d'apporter certaines améliorations dans le texte. Mais je dois avouer que Marlene était en repêchage. Elle est là en repêchage. Mais elle a du courage parce que quand même au dernier moment, elle s'est rattrapée et elle s'est montrée un peu obéissante également parce que finalement par le découragement ou du moins, je ne sais pas, le stress et tout, elle m'a sollicité pour dire mais il faut au moins aider les jeunes. Comme si je n'étais pas en train d'aider les jeunes. Alors qu'on fait tout, j'ai dû fermement rappeler à Marlene, ça fait 40 ans déjà. Bon, en réalité, c'est pour rigoler un peu, mais Marlene, il me semble, a subi les effets d'un système scolaire et universitaire non à point. Elle a la capacité, et on peut le voir, sa présentation orale a été vraiment très bien. Je ne m'y attendais pas. Elle est une professionnelle de l'éducation, mais elle fait ça de manière très, très difficile, parce que si je ne m'abuse, elle doit se rendre dans les NIP pour son travail, et elle ne travaille pas au bureau, sinon qu'elle fait là le tour des écoles. Donc, je pense que ce n'était pas trop compatible. Et les conséquences, les mauvaises conséquences d'un système universitaire, parce que quand quelqu'un a fait une licence, a présenté un mémoire, au moins, il y a eu certaines lacunes corrigées. Mais on a vu que ce n'était pas réellement le cas. Mais si on regarde la formulation même de sa question de départ, la formulation de l'hypothèse, elle a pu rattraper certains retards. Et je pense que c'est à son avantage. Mais elle doit admettre également que jusqu'à présent, c'est parce que moi-même, j'ai regardé dans le texte et on s'est mis d'accord qu'on n'allait pas répéter on, nous, on s'est battu. Mais quand même, il y a des on et des nous. Mais heureusement, j'avais cette capacité d'amortir, si vous voulez, certains chocs pour elle, parce qu'un dernier ressort, elle pouvait même dégager les lieux par le ton ferme avec lequel j'ai dû m'adresser par moments à Marlene. Effectivement, le travail a de très bons côtés, mais également de très mauvais côtés. Donc, je pense que tout a été dit, je ne vais plus retenir Marlene. Je serai là pour améliorer le texte avec elle et présenter ça. Mais je voudrais quand même dire un mot par rapport à ce que le docteur Providence vient de dire. C'est une possibilité qu'on donne aux étudiants d'améliorer le texte final avant le dépôt, si vous voulez, à la bibliothèque de l'IES, qui est la bibliothèque en ligne de l'IES. Mais c'est également un déficit pour les
étudiants qui ne prennent pas leur temps pour faire un travail de qualité. Parce que finalement, on aura évalué la présentation orale et le texte soumis. Par exemple, les rapporteurs ne feront pas partie des corrections apportées. Donc, le jury est composé d'un rapporteur, du directeur et du président. Donc, ce sont les 3 membres du jury qui ont évalué le travail. Mais les membres du jury évalueront le travail soumis. Donc, tout étudiant a intérêt à présenter un travail de qualité. Mais comment parvenir à présenter un travail de qualité? Eh bien, en lisant le canevas. Parce que les étudiants font leur mémoire sans avoir le canevas. Tout au moins pour respecter la forme. J'étais très clair avec tous les étudiants que j'ai eu à encadrer. En master, il faut identifier les problèmes concrets, pas des problèmes théoriques en l'air, non, problèmes concrets. Et puis, trouver des pistes de solutions concrètes. Voilà ce qu'on demande. Ce n'est pas d'aller chercher ça et là des textes. Non, oui. En licence, on peut l'admettre. En doctorat, il faut faire la révision totale des théories. Mais en master, il faut aller au point. On doit voir dans le travail du master qu'est-ce qui fait problème et qu'est-ce qu'on apporte, qu'est-ce qu'on présente, qu'est-ce qu'on indique comme solution concrète. C'est ça, oui. Quand on dit que quelqu'un maîtrise telle chose, mais la personne doit savoir comment s'ajuster, comment s'adapter pour apporter, pour remédier à des situations de négativité. Donc, je pense que Marlene, il y a eu le courage. Bon, elles étaient les 2. Ils étaient 3. J'ai demandé à Marlene d'aller voir l'autre. Elle m'a dit, comment, si c'est vous qui êtes le directeur? J'avais dit quelque chose. Mais finalement, Joubert ne se présente pas. Parce que vraiment, il y avait un retard dans la compréhension même du travail qui devait être fait. Donc, elle mérite quand même quelques félicitations. Mère de famille et épouse et également fonctionnaire, si j'ose dire ainsi. Hein. Parce que j'avais dit à Marlene, quand tu te présentes quelque part comme maître en sciences de l'éducation, bon, on ne dit pas maîtresse en tout cas, hein, on ne dit pas maîtresse en sciences de l'éducation. Parce que cette question de féminisme, parfois nous emmène dans des endroits où l'on n'aimerait pas aller. On dit encore maître en sciences de l'éducation ou maîtresse, qu'on devrait dire, Marlene. Toi qui es féministe avisé, c'est maîtresse ou maître qu'on dit? Je crois qu'on dit la maîtresse. Hein, maîtresse en sciences de l'éducation, on dit ça? Bon, en tout cas, c'est quelque chose de... Je lance le dé en l'air. C'est à vous de savoir quelle est la probabilité de succès ou la probabilité d'échec. Voilà en gros, Monsieur le Président, mes remarques, mes considérations par rapport à Marlene et son texte. Merci voilà, beaucoup. Merci et vraiment merci pour la bienveillance hein, et à tous mes collègues. Hein, je sais, moi-même pour avoir accompagné les étudiants, si on n'est pas bienveillant, on n'est pas patient, on n'est pas... Voilà, et ça peut mal tourner. Hein? Je comprends pourquoi ailleurs, et la chose la plus simple à faire, c'est de maltraiter les étudiants. Bien traiter les étudiants, ça prend du temps. Ça prend beaucoup d'énergie. Heureusement, on est dans cette logique-là. Voilà. Alors, Marlene, je te laisse la parole. Tu réponds aux questions. Pour les remarques, je t'invite vraiment à les mettre en application, à les prendre en compte, tout simplement. Mais tu peux répondre aux questions du rapporteur. Je crois qu'il avait 2 ou 3 questions. C'est à toi. Merci à nous, Président, de m'accorder la parole. Encore merci pour toutes vos remarques et suggestions. J'espère que vos remarques vont m'aider à renforcer davantage mon travail, à apporter les corrections nécessaires.
Concernant la première question du rapporteur, le docteur Saint-Martin, pourquoi j'ai choisi 2 écoles comme échantillon? Nous avons choisi 2 écoles comme échantillon. Premièrement, l'enquête a été menée presque, on dirait, à la fermeture des classes. C'était difficile à cibler plus d'écoles et de rencontrer aussi le maximum de personnel nécessaire. Pour cela, on avait du mal de les rencontrer. On a seulement ciblé les écoles qui étaient encore en fonction. C'est pour cette raison qu'on a seulement 2 écoles comme échantillon. D'accord. Oui, mais malgré cela, vous devez au moins faire des analyses comparatives entre les 2 écoles. Et peut-être il y a une école, il y a de bonnes pratiques en matière de gestion des ressources humaines et un autre, je ne sais pas, de mauvaises pratiques. Et quel est l'impact effectif donc, sur l'engagement des enseignants et probablement donc, sur le résultat scolaire donc, des apprenants. Donc, est-ce que ce n'est pas possible? Est-ce que vous avez pu faire cette distinction? Ou du moins, les pratiques sont homogènes et pratiquement dans les 2 écoles. Ah oui, nous avons certainement mené les enquêtes dans 2 écoles publiques. On dirait que les impacts sont homogènes parce que ces écoles-là, surtout les personnels confrontent les mêmes problèmes et surtout à travers les cadres, ils n'ont pas respecté leur engagement vis-à-vis de ces personnels et on peut constater que ces personnels sont toujours, ces écoles-là sont toujours en crise. Et pour cela, on pourrait dire que ces impacts-là sont homogènes et ça affecte beaucoup les résultats des apprenants. Et prenons en compte, depuis le mois de janvier, les enseignants sont en pleine mobilisation. Et moi, je visite dans des écoles, je travaille dans les NIT. En visitant les écoles, à chaque fois qu'on a des activités à faire, on a toujours du mal à rencontrer les enseignants pour les questionner ou bien pour mener les activités en fonction de notre tâche. Et c'est vu avec l'absence des enseignants là en salle de classe. Et si les élèves ne reçoivent pas les cours, le maximum de cours est possible, comment ils seront en mesure, ou bien à la fin, ou bien on dirait à l'avenir, de remplacer eux-mêmes ces personnels-là? On dirait qu'ils n'ont pas assez, ils n'ont pas acquis assez de compétences vu avec l'absence des enseignants. Oui, oui, là, on a des impacts sur le résultat, on dirait les résultats des apprenants. Donc, oui, c'est là le problème de votre mémoire. Normalement, le professeur Sylvestre l'a dit déjà. Donc, cette problématique est vraiment saturée. Donc, il y a plusieurs déterminants donc, à la base de la réussite scolaire. Donc, vous prenez 2 écoles de la même catégorie, donc qui adoptent de mauvaises pratiques en matière de gestion de ressources humaines. Donc, il faudrait choisir un autre groupe, peut-être des écoles qui appliquent de bonnes pratiques en matière de gestion de ressources humaines. Et ensuite, on pourrait donc voir est-ce que donc l'adoption de bonnes ou de mauvaises pratiques en matière de gestion de ressources humaines a un impact donc sur le résultat scolaire. Mais vous prenez une seule catégorie d'école, donc il est difficile de dire que ça a un impact donc, sur le résultat scolaire. Oui, alors ce qu'on pourrait qualifier, vous m'excusez, docteur Saint-Martin, des écoles témoins. Oui, des écoles témoins, oui. C'est pourquoi mieux vaut donc... Je pense qu'elle nous a signalé la situation possible. Moi, je n'insisterai pas à ce niveau-là, mais sinon de lui dire qu'il faut mettre les justifications dans le texte. Parce que quand on fait une étude, des fois, il y a des limites, il y a des choses qu'on ne peut pas faire par rapport à un contexte donné. Donc, voilà pourquoi je comprends, mais sinon, c'est de lui dire d'aller refaire l'enquête ou refaire plein de choses, quoi. Donc, à mon avis, il faut qu'elle arrive à justifier, parce que c'est la réalité, il y a un phénomène, on n'a pas accès à, je ne sais pas, voilà.
Eh bien, et puis, ce qu'il faut faire aussi, c'est que comme tu as des données, parce que tu as pu interroger des enseignants, il faut insister sur leur motivation. Oui, leur engagement sur ce volet Leur engagement au lieu d'aller sur la réussite scolaire, scolaire. puisque tu n'avais pas d'indicateurs sur la réussite scolaire en réalité. Donc, il faut vraiment te concentrer, comme Dr. Jude-Marie l'avait dit, sur le premier aspect que tu as très bien développé, pour lequel tu as bien collecté des données. Eh bien, il faut vraiment insister sur cet aspect-là. Et à mon avis, ça devient très intéressant. Oui, Parce oui. que si on montre que finalement, il y a un problème au niveau des écoles publiques, hein, à ce moment-là, on voit bien que les enseignants, peut-être, il y a une nuance entre la manière dont tel groupe enseignant s'organise pour faire passer, parce que les enseignants ne sont pas non plus passifs, ils sont là, ils font pression, etc., etc. Donc, peut-être il y a une organisation différente qui se met en place dans telle école par rapport à telle autre école. D'accord? Donc, que tu pourras exploiter davantage pour mettre l'accent sur vraiment cette gestion des ressources humaines par rapport à l'implication et la motivation des enseignants. Voilà, donc je t'aurais suggéré ça pour vraiment renforcer ton travail. D'accord? Marlene. D'accord, merci, docteur. Voilà, alors si tu as un dernier mot, puisqu'on a une autre soutenance et on sait que tu as, avec la famille, certainement, c'est un moment assez difficile. On ne va pas te retenir trop longtemps. Est-ce que tu as des choses à dire, hein, un dernier mot avant qu'on te laisse filer et encore une fois avec toutes nos sympathies? Encore une fois, je ne vais pas cesser de vous remercier pour toutes vos suggestions et vos remarques. Et je crois que en s'appuyant sur vos remarques, cela va m'aider à traiter les aspects en ce qui a trait à la motivation et l'engagement des enseignants et en corrigeant ou en apportant des corrections dans mon travail. Et merci encore à Dr. Sylvestre qui a pris beaucoup de patience et pour arriver jusqu'ici. Merci à tous et à toutes. Voilà, merci. Ainsi s'achève cette soutenance. C'est encore une soutenance, on comprend, on a dû écouter encore une fois, parce qu'il faut non plus ne pas être, comme on va dire, en tout cas, ce qui arrive aux autres peut arriver à un, peut nous arriver. Et ça aussi, c'est ce qu'on appelle l'empathie. Donc voilà, on arrête l'enregistrement. Je vais céder la main au prochain président de jury.